Guy de Maupassant, extrait des Contes du jour et de la nuit. Le vieux. Un tiède soleil d'automne tombait dans la cour de la ferme, par-dessus les grands hêtres des fossés. Sous le gazon tondu par les vaches, la terre, imprégnée de pluie récente, était moite, enfonçait sous les pieds avec un bruit d'eau. Et les pommiers chargés de pommes semaient leurs fruits d'un vert pâle dans le vert foncé de l'herbage. 4 jeunes génisses paissaient, attachées en ligne, et meuglaient par moments vers la maison. Des volailles mettaient un mouvement coloré sur le fumier devant les tables, et grattaient, remuaient, caquetaient, tandis que les 2 coqs chantaient sans cesse, cherchaient des vers pour leurs poules qu'ils appelaient d'un gloussement vif. La barrière de bois s'ouvrit. Un homme entra, âgé de 40 ans peut-être, mais qui semblait vieux de 60, ridé, tordu, marchant à grands pas lents, alourdi par le poids de lourds sabots pleins de paille. Ses bras trop longs pendaient des 2 côtés du corps. Quand il approcha de la ferme, un roquet jaune, attaché au pied d'un énorme poirier, à côté d'un baril qui lui servait de niche, remua la queue, puis se mit à japper en signe de joie. L'homme cria « À bas, Finot !» Le chien se tut. Une paysanne sortit de la maison. Son corps osseux, large et plat, se dessinait sous un caraco de laine qui serrait la taille. Une jupe grise, trop courte, tombait jusqu'à la moitié des jambes, cachée en des bas bleus, et elle portait aussi des sabots pleins de paille. Un bonnet blanc, devenu jaune, couvrait quelques cheveux collés au crâne, et sa figure brune, maigre, laide, édentée, montrait cette physionomie sauvage et brute qu'ont souvent les faces des paysans. L'homme demanda « Comment qui va ?» La femme répondit « Monsieur le curé dit que c'est la fin, qu'il ne passera point la nuit. » Ils entrèrent tous 2 dans la maison. Après avoir traversé la cuisine, ils pénétrèrent dans la chambre, basse, noire, à peine éclairée par un carreau devant lequel tombait une loque d'indienne normande. Les grosses poutres du plafond, brunies par le temps, noires et enfumées, traversaient la pièce de part en part, portant le mince plancher du grenier où couraient, jour et nuit, des troupeaux de rats. Le sol de terre, bossué, humide, semblait gras et, dans le fond de l'appartement, le lit faisait une tache vaguement blanche. Un bruit régulier, rauque, une respiration dure, râlante, sifflante avec un gargouillement d'eau comme celui que fait une pompe brisée, partait de la couche enténébrée où agonisait un vieillard, le père de la paysanne. L'homme et la femme s'approchèrent et regardèrent le moribond, de leur œil placide et résigné. Le gendre dit « Cette fois, c'est fini. N'ira pas seulement à la nuit. » La fermière reprit « C'est depuis midi qu'il gargote comme ça. » Puis ils se turent. Le père avait les yeux fermés, le visage couleur de terre, si sec qu'il semblait en bois. Sa bouche entr'ouverte laissait passer son souffle, clapotant et dur. Et le drap de toile grise se soulevait sur la poitrine à chaque aspiration. Le gendre, après un long silence, prononça « Y a qu'à le quitter finir. J'y pouvons rien. Tout de même, c'est dérangeant pour les cossards, vu le temps qu'est bon, qu'il faut repiquer demain. » Sa femme parut inquiète à cette pensée. Elle réfléchit quelques instants, puis déclara « Puisqu'il va passer, on l'enterrera pas avant samedi. T'auras ben demain pour les cossards. » Le paysan méditait. Il dit « Oui, mais demain, qu'il faudra qu'un vite pour l'immunation. Que je n'ai ben pour 5 à 6 heures à aller de Tourville à Manteau chez tout le monde. » La femme, après avoir médité 2 ou 3 minutes, prononça « Il n'est seulement point 3 heures que tu pourrais commencer la tournée à nuit et faire tout le côté de Tourville. Tu peux ben dire qu'il a passé, puisqu'il n'en a pas quasiment pour la relever. » L'homme demeura quelques instants perplexe, pesant les conséquences et les avantages de l'idée. Enfin, il déclara « Tout de même,
J'y vas. Il allait sortir. Il revint et, après une hésitation, « Puisque t'as point d'ouvrage, loche des pommes à cuire, et puis tu feras 4 douzaines de douillons pour ceux qui viendront à l'immunation. » Vu qu'il faudra se réconforter. T'allumeras le four avec la bourrée qu'est sous le hangar au pressoir. Elle est sec. Et il sortit de la chambre, rentra dans la cuisine, ouvrit le buffet, prit un pain de 6 livres, en coupa soigneusement une tranche, recueillit dans le creux de sa main les miettes tombées sur la tablette et se les jeta dans la bouche pour ne rien perdre. Puis il enleva avec la pointe de son couteau un peu de beurre salé au fond d'un pot de terre brune, l'étendit sur son pain, qu'il se mit à manger lentement, comme il faisait tout. Et il retraversa la cour, apaisa le chien, qui se remettait à japper, sortit sur le chemin qui longeait son fossé et s'éloigna dans la direction de Tourville. Restée seule, la femme se mit à la besogne. Elle découvrit la huche à la farine et prépara la pâte au douillon. Elle la pétrissait longuement, la tournant et la retournant, la maniant, l'écrasant, la broyant. Puis elle en fit une grosse boule d'un blanc jaune, qu'elle laissa sur le coin de la table. Alors elle alla chercher les pommes et, pour ne point blesser l'arbre avec la gaule, elle grimpa dedans au moyen d'un escabeau. Elle choisissait les fruits avec soin pour ne prendre que les plus mûrs, et les entassait dans son tablier. Une voix l'appela du chemin. « Ohé, Madame Chicot ?» Elle se retourna. C'était un voisin, maître Osim Favet, le maire, qui s'en allait fumer ses terres, assis, les jambes pendantes, sur le tombereau d'engrais. Elle se retourna et répondit. « Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, maître Osim ?»« Et le P, où qu'il n'en est ?» Elle cria. « Il est quasiment passé. C'est samedi, l'immunation. À 7 heures, vu les cossards qui pressent. » Le voisin répliqua. « Entendu, bonne chance, portez-vous bien. » Elle répondit à sa politesse. « Merci, et vous de même. » Puis elle se remit à cueillir ses pommes. Aussitôt qu'elle fut rentrée, elle alla voir son père, s'attendant à le trouver mort. Mais, dès la porte, elle distingua son râle bruyant et monotone, et, jugeant inutile d'approcher du lit pour ne point perdre de temps, elle commença à préparer les douillons. Elle enveloppait les fruits, un à un, dans une mince feuille de pâte, puis les alignait au bord de la table. Quand elle eut fait 48 boules, rangées par douzaines l'une devant l'autre, elle pensa à préparer le souper, et elle accrocha sur le feu sa marmite pour faire cuire les pommes de terre. Car elle avait réfléchi qu'il était inutile d'allumer le four ce jour-là même, ayant encore le lendemain tout entier pour terminer les préparatifs. Son homme rentra vers 5 heures. Dès qu'il eut franchi le seuil, il demanda « C'est-il fini ?» Elle répondit « Point encore, ça gargouille toujours. » Ils allèrent voir. Le vieux était absolument dans le même état. Son souffle rauque, régulier comme un mouvement d'horloge, ne s'était ni accéléré ni ralenti. Il revenait de seconde en seconde, variant un peu de ton, suivant que l'air entrait ou sortait de la poitrine. Son gendre le regarda, puis il dit « Il finira sans qu'on y pense, comme une chandelle. » Ils rentrèrent dans la cuisine et, sans parler, se mirent à souper. Quand ils eurent avalé la soupe, ils mangèrent encore une tartine de beurre, puis, aussitôt les assiettes lavées, rentrèrent dans la chambre de l'agonisant. La femme, tenant une petite lampe à mèche fumeuse, la promena devant le visage de son père. S'il n'avait pas respiré, on l'aurait cru mort assurément. Le lit des 2 paysans était caché à l'autre bout de la chambre, dans une espèce d'enfoncement. Ils se couchèrent sans dire un mot, éteignirent la lumière, fermèrent les yeux. Et bientôt, 2 ronflements inégaux, l'un plus profond, l'autre plus aigu, accompagnèrent le râle ininterrompu du mourant. Les rats couraient dans le grenier. Le mari s'éveilla dès les premières pâleurs du jour. Son beau-père vivait encore. Il secoua sa femme, inquiet de cette résistance de vieux. « Dis donc, Fémie, il ne veut point finir.
Qu'est-ce que tu ferais, té ?» Il la savait de bons conseils. Elle répondit. Il ne passera point le jour, pour sûr. N'y a point à craindre. Pour lors que le maire n'opposera pas qu'on l'enterre tout de même demain, vu qu'on l'a fait pour maître Renard, le P, qu'a trépassé juste aux semences. Il fut convaincu par l'évidence du raisonnement, et il partit au champ. Sa femme fit cuire des douillons, puis accomplit toutes les besognes de la ferme. À midi, le vieux n'était point mort. Les gens de journée, loués pour le repiquage des cossards, vinrent en groupe considérer l'ancien qui tardait à s'en aller. Chacun dit son mot, puis ils repartirent dans les terres. À 6 heures, quand on rentra, le père respirait encore. Son gendre, à la fin, s'effraya. « Qu'est-ce que tu ferais, à cette heure, t'es, Fémie ?» Elle ne savait pas non plus que résoudre. On alla trouver le maire. Il promit qu'il fermerait les yeux et autoriserait l'enterrement le lendemain. L'officier de santé, qu'on alla voir, s'engagea aussi pour obliger maître Chicot à antidater le certificat de décès. L'homme et la femme rentrèrent tranquilles. Ils se couchèrent et s'endormirent comme la veille, mêlant leur souffle sonore au souffle plus faible du vieux. Quand ils s'éveillèrent, ils n'étaient point morts. Alors ils furent atterrés. Ils restaient debout, au chevet du père, le considérant avec méfiance, comme s'il avait voulu leur jouer un vilain tour, les tromper, les contrarier par plaisir. Et il lui en voulait surtout du temps qu'il leur faisait perdre. Le gendre demanda « Qu'est-ce que j'allons faire ?» Elle n'en savait rien. Elle répondit « C'est-y contrariant, tout de même ?» On ne pouvait maintenant prévenir tous les invités qui allaient arriver sur l'heure. On résolut de les attendre pour leur expliquer la chose. Vers 7h moins 10, les premiers apparurent. Les femmes en noir, la tête couverte d'un grand voile, s'en venaient d'un air triste. Les hommes gênés dans leurs vestes de drap s'avançaient plus délibérément, deux par deux, en devisant des affaires. Maître Chicot et sa femme, effarés, les reçurent en se désolant. Et tous deux, tout à coup, au même moment, en abordant le premier groupe, se mirent à pleurer. Ils expliquaient l'aventure, contaient leur embarras, offraient des chaises, se remuaient, s'excusaient, voulaient prouver que tout le monde aurait fait comme eux, parlaient sans fin, devenus brusquement bavards à ne laisser personne leur répondre. Ils allaient de l'un à l'autre. « Je l'aurions point cru. C'est point croyable qu'il aurait duré comme ça. » Les invités interdits, un peu déçus, comme des gens qui manquent une cérémonie attendue, ne savaient que faire, demeuraient assis ou debout. Quelques-uns voulurent s'en aller. Maître Chicot les retint. « J'allons casser une croûte tout de même. J'avions fait des douillons. Faut bien en profiter. » Les visages s'éclairèrent à cette pensée. On se mit à causer à voix basse. La cour peu à peu s'emplissait. Les premiers venus disaient la nouvelle aux nouveaux arrivants. On chuchotait, l'idée des douillons égayant tout le monde. Les femmes entraient pour regarder le mourant. Elles se signaient auprès du lit, balbutiaient une prière, ressortaient. Les hommes, moins avides de ce spectacle, jetaient un seul coup d'œil de la fenêtre qu'on avait ouverte. Madame Chicot expliquait l'agonie. « V'là 2 jours qu'il est comme ça, ni plus ni moins, ni plus haut, ni plus bas. Dirait-on point une pompe qui a plus d'eau ?» Quand tout le monde eut vu l'agonisant, on pensa à la collation. Mais, comme on était trop nombreux pour tenir dans la cuisine, on sortit la table devant la porte. Les 4 douzaines de douillons, dorés, appétissants, tiraient les yeux, disposés dans 2 grands plats. Chacun avançait le bras pour prendre le sien, craignant qu'il n'y en eût pas assez. Mais il en resta 4. Maître Chicot, la bouche pleine, prononça. « Si nous veillait, le P, ça lui ferait deuil. C'est Élie qui les aimait, de son vivant. » Un gros paysan jovial déclara. « Il n'en mangera plus, à cette heure. Chacun son tour. » Cette réflexion, loin d'attrister les invités, sembla les réjouir. C'était leur tour, à eux, de manger des boules. Madame Chicot
désolé de la dépense, allait sans cesse au cellier chercher du cidre. Les brocs se suivaient et se vidaient coup sur coup. On riait maintenant, on parlait fort, on commençait à crier comme on crie dans les repas. Tout à coup, une vieille paysanne qui était restée près du moribond, retenue par une peur avide de cette chose qui lui arriverait bientôt à elle-même, apparut à la fenêtre et cria d'une voix aiguë. « Il a passé! Il a passé !» Chacun se tut. Les femmes se levèrent vivement pour aller voir. Il était mort, en effet. Il avait cessé de râler. Les hommes se regardaient, baissaient les yeux, mal à leur aise. On n'avait pas fini de mâcher les boules. Il avait mal choisi son moment, ce gredin-là. Les chicots, maintenant, ne pleuraient plus. C'était fini. Ils étaient tranquilles. Ils répétaient. « Savons bien que ça ne pouvait point durer. Si seulement il avait pu se décider cette nuit, ça n'aurait point fait tout ce dérangement. » N'importe, c'était fini. On l'enterrerait lundi. Voilà tout. Et on remangerait des douillons pour l'occasion. Les invités s'en allèrent, en causant de la chose, contents tout de même d'avoir vu ça. Et aussi d'avoir cassé une croûte. Et quand l'homme et la femme furent demeurés tout seuls, face à face, elle dit, la figure contractée par l'angoisse. « Faudra tout de même recuire 4 douzaines de boules. Si seulement il avait pu se décider cette nuit. » Et le mari, plus résigné, répondit. « Ça ne serait pas à refaire tous les jours. » Un parricide. L'avocat avait plaidé la folie. Comment expliquer autrement ce crime étrange ? On avait retrouvé un matin, dans les roseaux, près de Chatou, 2 cadavres enlacés, la femme et l'homme, 2 mondains connus, riches, plus tout jeunes, et mariés seulement de l'année précédente, la femme n'étant veuve que depuis 3 ans. On ne leur connaissait point d'ennemis, ils n'avaient pas été volés. Il semblait qu'on les eût jetés de la berge dans la rivière, après les avoir frappés, l'un après l'autre, avec une longue pointe de fer. L'enquête ne faisait rien découvrir. Les mariniers interrogés ne savaient rien. On allait abandonner l'affaire quand un jeune menuisier d'un village voisin, nommé Georges Louis, dit le bourgeois, vint se constituer prisonnier. À toutes les interrogations, il ne répondit que ceci. « Je connaissais l'homme depuis 2 ans, la femme depuis 6 mois. Il venait souvent me faire réparer des meubles anciens, parce que je suis habile dans le métier. » Et quand on lui demandait « Pourquoi les avez-vous tués ?» il répondait obstinément « Je les ai tués parce que j'ai voulu les tuer. » On en put tirer autre chose. Cet homme était un enfant naturel sans doute, mis autrefois en nourrice dans le pays, puis abandonné. Il n'avait pas d'autre nom que Georges Louis, mais comme, en grandissant, il devint singulièrement intelligent, avec des goûts et des délicatesses natives que n'avaient point ses camarades, on le surnomma le bourgeois, et on ne l'appelait plus autrement. Il passait pour remarquablement adroit dans le métier de menuisier qu'il avait adopté. Il faisait même un peu de sculpture sur bois. On le disait aussi fort exalté, partisan des doctrines communistes et même nihilistes. Grand liseur de romans d'aventure, de romans à drame sanglant, électeur influent et orateur habile dans les réunions publiques d'ouvriers ou de paysans. L'avocat avait plaidé la folie. Comment pouvait-on admettre, en effet, que cet ouvrier eût tué ses meilleurs clients, des clients riches et généreux, il le reconnaissait, qui lui avait fait faire, depuis 2 ans, pour 3000 francs de travail. Ses livres en faisaient foi. Une seule explication se présentait, la folie, l'idée fixe du déclassé qui se venge sur 2 bourgeois de tous les bourgeois. Et l'avocat fit une allusion habile à ce surnom de « le bourgeois » donné par le pays à cet abandonné. Il s'écriait « N'est-ce pas une ironie ?» Et une ironie capable d'exalter encore ce malheureux garçon qui n'a ni père ni mère. C'est un ardent républicain. Que dis-je ?
Il appartient même à ce parti politique que la République fusillait et déportait naguère. Qu'elle accueille aujourd'hui à bras ouverts, à ce parti pour qui l'incendie est un principe et le meurtre un moyen tout simple. Cette triste doctrine, acclamée maintenant dans les réunions publiques, ont perdu cet homme. Il a entendu des républicains, des femmes même, oui, des femmes, demander le sang de M. Gambetta, le sang de M. Grévy. Son esprit malade a chaviré. Il a voulu du sang de bourgeois. Ce n'est pas lui qu'il faut condamner, messieurs, c'est la Commune. Des murmures d'approbation coururent. On sentait bien que la cause était gagnée pour l'avocat. Le ministère public ne répliqua pas. Alors le président posa au prévenu la question d'usage. « Accusé, n'avez-vous rien à ajouter pour votre défense ?» L'homme se leva. Il était de petite taille, d'un blond de lin, avec des yeux gris, fixes et clairs. Une voix forte, franche et sonore sortait de ce frêle garçon et changeait brusquement, au premier mot, l'opinion qu'on s'était faite de lui. Il parla hautement, d'un ton déclamatoire, mais si net que ses moindres paroles se faisaient entendre jusqu'au fond de la grande salle. « Mon président, comme je ne veux pas aller dans une maison de fous, et que je préfère même la guillotine, je vais tout vous dire. J'ai tué cet homme et cette femme parce qu'ils étaient mes parents. Maintenant, écoutez-moi et jugez-moi. Une femme ayant accouché d'un fils l'envoya quelque part en nourrice. Sut-elle seulement en quel pays son complice porta le petit être innocent, mais condamné à la misère éternelle, à la honte d'une naissance illégitime, plus que cela, à la mort, puisqu'on l'abandonna, puisque la nourrice, ne recevant plus la pension alimentaire, pouvait, comme elles le font souvent, le laisser dépérir, souffrir de faim, mourir de délaissement. La femme qui m'allaita fut honnête, plus femme, plus grande, plus mère que ma mère. Elle m'éleva. Elle eut tort en faisant son devoir. Il vaut mieux laisser périr ces misérables jetés au village des banlieues, comme on jette une ordure aux bornes. Je grandis avec l'impression vague que je portais un déshonneur. Les autres enfants m'appelèrent un jour « bâtard ». Ils ne savaient pas ce que signifiait ce mot, entendu par l'un d'eux chez ses parents. Je l'ignorais aussi, mais je le sentis. J'étais, je puis le dire, un des plus intelligents de l'école. J'aurais été un honnête homme, mon président, peut-être un homme supérieur, si mes parents n'avaient pas commis le crime de m'abandonner. Ce crime, c'est contre moi qu'ils l'ont commis. Je fus la victime. Eux furent les coupables. J'étais sans défense. Ils furent sans pitié. Ils devaient m'aimer. Ils m'ont rejeté. Moi, je leur devais la vie. Mais la vie est-elle un présent ? La mienne, en tout cas, n'était qu'un malheur. Après leur honteux abandon, je ne leur devais plus que la vengeance. Ils ont accompli contre moi l'acte le plus inhumain, le plus infâme, le plus monstrueux qu'on puisse accomplir contre un être. Un homme injurié frappe, un homme volé reprend son bien par la force. Un homme trompé, joué, martyrisé, tue. Un homme souffleté tue. Un homme déshonoré tue. J'ai été plus volé, trompé, martyrisé, souffleté moralement, déshonoré, que tous ceux dont vous absolvez la colère. Je me suis vengé. J'ai tué. C'était mon droit légitime. J'ai pris leur vie heureuse en échange de la vie horrible qu'ils m'avaient imposée. Vous allez parler de parricide. Étaient-ils mes parents, ces gens pour qui je fus un fardeau abominable, une terreur, une tache d'infamie, pour qui ma naissance fut une calamité et ma vie une menace de honte? Ils cherchaient un plaisir égoïste. Ils ont eu un enfant imprévu. Ils ont supprimé l'enfant. Mon tour est venu d'en faire autant pour eux. Et pourtant, dernièrement encore, j'étais prêt à les aimer. Voici 2 ans, je vous l'ai dit, que l'homme, mon père, entra chez moi pour la première fois. Je ne soupçonnais rien.
Il me commanda 2 meubles. Il avait pris, je le sus plus tard, des renseignements auprès du curé, sous le sceau du secret, bien entendu. Il revint souvent. Il me faisait travailler et payait bien. Parfois même, il causait un peu de choses et d'autres. Je me sentais de l'affection pour lui. Au commencement de cette année, il amena sa femme, ma mère. Quand elle entra, elle tremblait si fort que je la crus atteinte d'une maladie nerveuse. Puis elle demanda un siège et un verre d'eau. Elle ne dit rien. Elle regarda mes meubles d'un air fou, et elle ne répondait que oui et non, à tort et à travers, à toutes les questions qu'il lui posait. Quand elle fut partie, je la crus un peu toquée. Elle revint le mois suivant. Elle était calme, maîtresse d'elle. Ils restèrent, ce jour-là, assez longtemps à bavarder, et ils me firent une grosse commande. Je la revis encore 3 fois, sans rien deviner. Mais un jour, voilà qu'elle se mit à me parler de ma vie, de mon enfance, de mes parents. Je répondis. Mes parents, madame, étaient des misérables qui m'ont abandonné. Alors elle porta la main sur son cœur et tomba sans connaissance. Je pensais tout de suite, c'est ma mère, mais je me gardais bien de laisser rien voir. Je voulais la regarder venir. Par exemple, je pris de mon côté mes renseignements. J'appris qu'il n'était marié que du mois de juillet précédent, ma mère n'étant devenue veuve que depuis 3 ans. On avait bien chuchoté qu'il s'était aimé du vivant du premier mari, mais on n'en avait aucune preuve. C'était moi, la preuve. La preuve qu'on avait cachée d'abord, espéré détruire ensuite. J'attendis. Elle reparut un soir, toujours accompagnée de mon père. Ce jour-là, elle semblait fort émue. Je ne sais pourquoi. Puis, au moment de s'en aller, elle me dit « Je vous veux du bien parce que vous m'avez l'air d'un honnête garçon et d'un travailleur. Vous penserez sans doute à vous marier quelque jour. Je viens vous aider à choisir librement la femme qui vous conviendra. Moi, j'ai été mariée contre mon cœur une fois, et je sais comme on en souffre. Maintenant, je suis riche, sans enfant, libre maîtresse de ma fortune. Voici votre dot. » Elle me tendit une grande enveloppe cachetée. Je la regardai fixement, puis je lui dis « Vous êtes ma mère ?» Elle recula de 3 pas et se cacha les yeux de la main pour ne plus me voir. Lui, l'homme, mon père, la soutint dans ses bras, et il me cria « Mais vous êtes fou !» Je répondis « Pas du tout. Je sais bien que vous êtes mes parents. On ne me trompe pas ainsi. Avouez-le, et je vous garderai le secret. Je ne vous en voudrai pas. Je resterai ce que je suis, un menuisier. » Il reculait vers la sortie, en soutenant toujours sa femme qui commençait à sangloter. Je courus fermer la porte. Je mis la clé dans ma poche, et je repris. « Regardez-la donc, et niez encore qu'elle soit ma mère. » Alors il s'emporta, devenu très pâle, épouvanté par la pensée que le scandale évité jusqu'ici pouvait éclater soudain. Que leur situation, leur renom, leur honneur seraient perdus d'un seul coup. Il balbutiait. « Vous êtes une canaille qui voulait nous tirer de l'argent. Faites donc du bien au peuple, et ces manants-là, aidez-les, secourez-les. » Ma mère, éperdue, répétait coup sur coup. « Allons-nous-en, allons-nous-en. » Alors, comme la porte était fermée, il cria « Si vous ne m'ouvrez pas tout de suite, je vous fais flanquer en prison pour chantage et violence. » J'étais resté maître de moi. J'ouvris la porte et je les vis s'enfoncer dans l'ombre. Alors il me sembla tout à coup que je venais d'être fait orphelin, d'être abandonné, poussé au ruisseau. Une tristesse épouvantable, mêlée de colère, de haine, de dégoût, m'envahit. J'avais comme un soulèvement de tout mon être, un soulèvement de la justice, de la droiture, de l'honneur, de l'affection rejetée. Je me mis à courir pour les rejoindre le long de la Seine, qu'il leur fallait suivre pour gagner la gare de Chatou. Je les rattrapais bientôt. La nuit était venue toute noire. J'allais à pas de loup sur l'herbe, de sorte qu'ils ne m'entendirent pas. Ma mère pleurait toujours.
Mon père disait « C'est votre faute. Pourquoi avez-vous tenu à le voir ? C'était une folie dans notre position. On aurait pu lui faire du bien de loin, sans se montrer. Puisque nous ne pouvons le reconnaître, à quoi servaient ces visites dangereuses ? Alors, je m'élançai devant eux, suppliant. Je balbutiais. « Vous voyez bien que vous êtes mes parents. Vous m'avez déjà rejeté une fois. Me repousserez-vous encore ?» Alors, mon président, il leva la main sur moi. « Je vous le jure sur l'honneur, sur la loi, sur la République. » Il me frappa. Et comme je le saisissais au collet, il tira de sa poche un revolver. J'ai vu rouge, je ne sais plus. J'avais mon compas dans ma poche. Je l'ai frappé tant que j'ai pu. Alors elle s'est mise à crier « Au secours, à l'assassin !» en m'arrachant la barbe. Il paraît que je l'ai tuée aussi. Est-ce que je sais, moi, ce que j'ai fait à ce moment-là ? Puis, quand je les ai vus tous deux par terre, je les ai jetés à la Seine, sans réfléchir. Voilà. Maintenant, jugez-moi. L'accusé se rassit. Devant cette révélation, l'affaire a été reportée à la session suivante. Elle passera bientôt. Si nous étions jurés, que ferions-nous de ce parricide ? Le petit. Monsieur Lemonnier était demeuré veuf avec un enfant. Il avait aimé follement sa femme, d'un amour exalté et tendre, sans une défaillance, pendant toute leur vie commune. C'était un bonhomme, un brave homme, simple, tout simple, sincère, sans défiance et sans malice. Étant devenu amoureux d'une voisine qui était pauvre, il la demanda en mariage et l'épousa. Il faisait un commerce de draperie assez prospère, gagnait pas mal d'argent et ne douta pas une seconde qu'il n'eût été accepté pour lui-même par la jeune fille. Elle le rendit heureux, d'ailleurs. Il ne voyait qu'elle, ne pensait qu'à elle, la regardait sans cesse avec des yeux d'adorateur prosterné. Pendant les repas, il commettait 1000 maladresses pour ne point détourner son regard du visage chéri. Versait le vin dans son assiette et l'eau dans la salière, puis se mettait à rire comme un enfant, en répétant « Je t'aime trop, vois-tu, cela me fait faire un tas de bêtises. » Elle souriait, d'un air calme et résigné, puis détournait les yeux, comme gênée par l'adoration de son mari, et elle tâchait de le faire parler, de causer de n'importe quoi, mais il lui prenait la main à travers la table et la gardait dans la sienne en murmurant « Ma petite Jeanne, ma chère petite Jeanne !» Elle finissait par s'impatienter et par dire « Allons, voyons, sois raisonnable, mange et laisse-moi manger. » Il poussait un soupir et cassait une bouchée de pain qu'il mâchait ensuite avec lenteur. Pendant 5 ans, ils n'eurent pas d'enfant. Puis, tout à coup, elle devint enceinte. Ce fut un bonheur délirant. Il ne la quitta point de tout le temps de sa grossesse. Si bien que sa bonne, une vieille bonne qu'il avait élevée et qui parlait haut dans la maison, le mettait parfois dehors et fermait la porte pour le forcer à prendre l'air. Il s'était lié d'une intime amitié avec un jeune homme qui avait connu sa femme dès son enfance et qui était sous-chef de bureau à la préfecture. Monsieur Duretour dînait 3 fois par semaine chez Monsieur Lemonnier, apportait des fleurs à madame et parfois une loge de théâtre. Et souvent, au dessert, ce bon Lemonnier, attendri, s'écriait en se tournant vers sa femme. « Avec une compagne comme toi et un ami comme lui, on est parfaitement heureux sur la terre. » Elle mourut en couche. Il en faillit mourir aussi. Mais la vue de l'enfant lui donna du courage. Un petit être crispé qui geignait. Il l'aima d'un amour passionné et douloureux, d'un amour malade où restait le souvenir de la mort, mais où survivait quelque chose de son adoration pour la morte. C'était la chair de sa femme, son être continué, comme une quintessence d'elle. Il était, cet enfant, sa vie même tombée en un autre corps,
Elle était disparue pour qu'il existât. Et le père l'embrassait avec fureur. Mais aussi, il l'avait tué, cet enfant. Il avait pris, volé cette existence adorée. Il s'en était nourri. Il avait bu sa part de vie. Et monsieur Lemonnier reposait son fils dans le berceau et s'asseyait auprès de lui pour le contempler. Il restait là des heures et des heures, le regardant, songeant à 1000 choses tristes ou douces. Puis, comme le petit dormait, il se penchait sur son visage et pleurait dans ses dentelles. L'enfant grandit. Le père ne pouvait plus se passer 1 heure de sa présence. Il rôdait autour de lui, le promenait, l'habillait lui-même, le nettoyait, le faisait manger. Son ami, monsieur Duretour, semblait aussi chérir ce gamin, et il l'embrassait par grands élans, avec ces frénésies de tendresse qu'ont les parents. Il le faisait sauter dans ses bras, le faisait danser pendant des heures à cheval sur une jambe, et soudain, le renversant sur ses genoux, relevait sa courte jupe et baisait ses cuisses grasses de moutard et ses petits mollets ronds. Monsieur Lemonnier, ravi, murmurait « Est-il mignon ? Est-il mignon ?» Et monsieur Duretour serrait l'enfant dans ses bras en lui chatouillant le cou de sa moustache. Seule, Céleste, la vieille bonne, ne semblait avoir aucune tendresse pour le petit. Elle se fâchait de ses espiègleries et semblait exaspérée par les câlineries des 2 hommes. Elle s'écriait « Peut-on élever un enfant comme ça ? Vous en ferez un joli singe !» Des années encore passèrent, et Jean prit 9 ans. Il savait à peine lire, tant on l'avait gâté, et n'en faisait jamais qu'à sa tête. Il avait des volontés tenaces, des résistances opiniâtres, des colères furieuses. Le père cédait toujours, accordait tout. Monsieur Duretour achetait et apportait sans cesse les joujoux convoités par le petit, et il le nourrissait de gâteaux et de bonbons. Céleste alors s'emportait, criait « C'est une honte, monsieur, une honte ! Vous faites le malheur de cet enfant, son malheur, entendez-vous ? Mais il faudra bien que cela finisse. Oui, oui, ça finira, je vous le dis, je vous le promets. Et pas avant longtemps encore. » Monsieur Lemonnier répondait en souriant. « Que veux-tu, ma fille ? Je l'aime trop, je ne sais pas lui résister. Il faudra bien que tu en prennes ton parti. » Jean était faible, un peu malade. Le médecin constata de l'anémie, ordonna du fer, de la viande rouge et de la soupe grasse. Or, le petit n'aimait que les gâteaux et refusait toute autre nourriture. Et le père, désespéré, le bourrait de tartes à la crème et d'éclairs au chocolat. Un soir, comme ils se mettaient à table en tête-à-tête, Céleste apporta la soupière avec une assurance et un air d'autorité qu'elle n'avait point d'ordinaire. Elle la découvrit brusquement, plongea la louche au milieu et déclara « Voilà du bouillon, comme je ne vous en ai pas encore fait. Il faudra bien que le petit en mange, cette fois. » Monsieur Lemonnier, épouvanté, baissa la tête. Il vit que cela tournait mal. Céleste prit son assiette, l'emplit elle-même, la reposa devant lui. Il goûta aussitôt le potage et prononça « En effet, il est excellent. » Alors la bonne s'empara de l'assiette du petit et y versa une pleine cuillerée de soupe. Puis elle recula de 2 pas et attendit. Jean flaira, repoussa l'assiette et fit un poids de dégoût. Céleste, devenue pâle, s'approcha brusquement et, saisissant la cuillère, l'enfonça de force toute pleine dans la bouche entr'ouverte de l'enfant. Il s'étrangla, toussa, éternua, cracha et, hurlant, empoigna à pleine main son verre qu'il lança contre la bonne. Elle le reçut en plein ventre. Alors, exaspérée, elle prit sous son bras la tête du moutard et commença à lui entonner coup sur coup des cuillerées de soupe dans le gosier. Il les vomissait à mesure, trépignait, se tordait, suffoquait, battait de ses mains, rouge comme s'il allait mourir étouffé. Le père demeura d'abord tellement surpris qu'il ne faisait plus un mouvement. Puis, soudain, il s'élança avec une rage de fou furieux, étreignit sa servante à la gorge et la jeta contre le mur. Il balbutiait.
« Dehors, 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 brute !» Mais elle, d'une secousse, le repoussa et, dépeigné, le bonnet dans le dos, les yeux ardents, cria « Qu'est-ce qui vous prend à cette heure ? Vous voulez me battre parce que je fais manger de la soupe à cet enfant que vous allez tuer avec vos gâteries ?» Il répétait, tremblant de la tête aux pieds « Dehors, va-t'en, brute !» Alors, affolée, elle revint sur lui, et, l'œil dans l'œil, la voix tremblante. « Ah, vous croyez que vous allez me traiter comme ça, moi? Ah, mais non! Et pour qui? Pour ce morveux qui n'est seulement point à vous. Non, point à vous. Non, point à vous. Tout le monde le sait, parbleu, excepté vous. Demandez à l'épicier, au boucher, au boulanger, à tous. Elle bredouillait, étranglée par la colère, puis elle se tut, le regardant. Il ne bougeait plus, livide, les bras ballants. Au bout de quelques secondes, il balbutia d'une voix éteinte, tremblante, où palpitait pourtant une émotion formidable. « Tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ?» Elle se taisait, effrayée par son visage. Il fit encore un pas, répétant « Tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ?» Alors elle répondit d'une voix calmée. « Je dis ce que je sais, parbleu, ce que tout le monde sait. » Il leva les deux mains et, se jetant sur elle avec un emportement de bête, essaya de la terrasser. Mais elle était forte, quoique vieille, et agile aussi. Elle lui glissa dans les bras et, courant autour de la table, redevenue soudain furieuse, elle glapissait. « Regardez-le donc, bête que vous êtes, si ce n'est pas tout le portrait de Monsieur Duretour. Mais regardez son nez et ses yeux. Les avez-vous comme ça, les yeux, et le nez, et les cheveux? Les avait-elle comme ça aussi, elle? Je vous dis que tout le monde le sait, tout le monde, excepté vous. C'est la risée de la ville, regardez-le. » Elle passait devant la porte, elle l'ouvrit et disparut. Jean, épouvanté, demeurait immobile, en face de son assiette à soupe. Au bout d'une heure, elle revint, tout doucement, pour voir. Le petit, après avoir dévoré les gâteaux, le compotier de crème et celui des poires au sucre, mangeait maintenant le pot de confiture avec sa cuillère à potage. Le père était sorti. Céleste prit l'enfant, l'embrassa et, à pas muets, l'emporta dans sa chambre, puis le coucha. Et elle revint dans la salle à manger, défit la table, rangea tout, très inquiète. On n'entendait aucun bruit dans la maison. Aucun. Elle alla coller son oreille à la porte de son maître. Il ne faisait aucun mouvement. Elle posa son œil au trou de la serrure. Il écrivait et semblait tranquille. Alors elle retourna s'asseoir dans sa cuisine pour être prête en toutes circonstances, car elle flairait bien quelque chose. Elle s'endormit sur une chaise et ne se réveilla qu'au jour. Elle fit le ménage, comme elle avait coutume, chaque matin. Elle balaya, elle épousseta et, vers 8 heures, prépara le café de Monsieur Lemonnier. Mais elle n'osait point le porter à son maître, ne sachant trop comment elle allait être reçue. Et elle attendit qu'il sonnât. Il ne sonna point. 9 heures, puis 10 heures passèrent. Céleste, effarée, prépara son plateau et se mit en route, le cœur battant. Devant la porte, elle s'arrêta, écouta. Rien ne remuait. Elle frappa. On ne répondit pas. Alors, rassemblant tout son courage, elle ouvrit, entra, puis, poussant un cri terrible, laissa choir le déjeuner qu'elle tenait aux mains. Monsieur Lemonnier pendait, au beau milieu de sa chambre, accroché par le cou à l'anneau du plafond. Il avait la langue tirée affreusement. La savate droite gisait, tombée à terre. La gauche était restée au pied. Une chaise renversée avait roulé jusqu'au lit. Céleste, éperdue, s'enfuit en hurlant. Tous les voisins accoururent. Le médecin constata que la mort remontait à minuit.
Une lettre adressée à Monsieur Duretour fut trouvée sur la table du suicidé. Elle ne contenait que cette ligne. « Je vous laisse et je vous confie le petit. » Tombouctou. Le boulevard, ce fleuve de vie, grouillait dans la poudre d'or du soleil couchant. Tout le ciel était rouge, aveuglant, et, derrière la Madeleine, une immense nuée flamboyante jetait dans toute la longue avenue une oblique averse de feu, vibrante comme une vapeur de brasier. La foule gaie, palpitante, allait sous cette brume enflammée et semblait dans une apothéose. Les visages étaient dorés. Les chapeaux noirs et les habits avaient des reflets de pourpre. Le vernis des chaussures jetait des flammes sur l'asphalte des trottoirs. Devant les cafés, un peuple d'hommes buvait des boissons brillantes et colorées qu'on aurait prises pour des pierres précieuses fondues dans le cristal. Au milieu des consommateurs aux légers vêtements plus foncés, 2 officiers en grande tenue faisaient baisser tous les yeux par l'éblouissement de leur dorure. Ils causaient, joyeux sans motif, dans cette gloire de vie, dans ce rayonnement radieux du soir, et ils regardaient contre la foule les hommes lents et les femmes pressées qui laissent derrière elles une odeur savoureuse et troublante. Tout à coup, un nègre énorme, vêtu de noir, ventru, chamarré de breloques sur un gilet de coutil, la face luisante comme si elle eût été cirée, passa devant eux avec un air de triomphe. Il riait aux passants, il riait aux vendeurs de journaux, il riait au ciel éclatant, il riait à Paris entier. Il était si grand qu'il dépassait toutes les têtes, et, derrière lui, tous les badauds se retournaient pour le contempler de dos. Mais soudain, il aperçut les officiers, et, culbutant les buveurs, il s'élança. Dès qu'il fut devant leur table, il planta sur eux ses yeux luisants et ravis, et les coins de sa bouche lui montèrent jusqu'aux oreilles, découvrant ses dents blanches, claires comme un croissant de lune dans un ciel noir. Les 2 hommes, stupéfaits, contemplaient ce géant d'ébène, sans rien comprendre à sa gaieté. Et il s'écria d'une voix qui fit rire toutes les tables. « Bonjour, mon lieutenant !» Un des officiers était chef de bataillon, l'autre colonel. Le premier dit « Je ne vous connais pas, monsieur. J'ignore ce que vous me voulez. » Le nègre reprit. « Moi aime beaucoup toi. Lieutenant Védier, siège Bézi, beaucoup raisin, cherchez-moi. » L'officier, tout à fait éperdu, regardait fixement l'homme, cherchant au fond de ses souvenirs. Mais, brusquement, il s'écria « Tombouctou ?» Le nègre, radieux, tapa sur sa cuisse en poussant un rire d'une invraisemblable violence et beuglant « Si, ya, mon lieutenant, reconnais Tombouctou, ya, bonjour !» Le commandant lui tendit la main en riant lui-même de tout son cœur. Alors Tombouctou redevint grave. Il saisit la main de l'officier et, si vite que l'autre ne put l'empêcher, il la baisa, selon la coutume nègre et arabe. Confus, le militaire lui dit d'une voix sévère « Allons, Tombouctou, nous ne sommes pas en Afrique. Assieds-toi là et dis-moi comment je te trouve ici. » Tombouctou tendit son ventre et, bredouillant, tant il parlait vite, « Gagnez beaucoup d'argent, beaucoup. Grand restaurant, bon manger. Prussien, moi, beaucoup volé, beaucoup. Cuisine française. Tombouctou, cuisinier de l'empereur. 200 000 francs à moi. Ha 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 !» Et il riait, tordu, hurlant avec une folie de joie dans le regard. Quand l'officier, qui comprenait son étrange langage, l'eut interrogé quelque temps, il lui dit « Eh bien, au revoir, Tombouctou. À bientôt. » Le nègre aussitôt se leva, serra, cette fois, la main qu'on lui tendait, et, riant toujours, cria « Bonjour, bonjour, mon lieutenant !» Il s'en alla, si content qu'il gesticulait en marchant, et qu'on le prenait pour un fou. Le colonel demanda « Qu'est-ce que cette brute ?» Le commandant répondit « Un brave garçon et un brave soldat. Je vais vous dire ce que je sais de lui. C'est assez drôle. » Vous savez qu'au commencement de la guerre de 1870, je fus enfermé dans Bézières.
que ce nègre appelle Bézi. Nous n'étions point assiégés, mais bloqués. Les lignes prussiennes nous entouraient de partout, hors de portée des canons, ne tirant pas non plus sur nous, mais nous affamant peu à peu. J'étais alors lieutenant. Notre garnison se trouvait composée de troupes de toute nature, débris de régiments écharpés, fuyards, maraudeurs, séparés des corps d'armée. Nous avions de tout enfin. Même 11 turcos arrivés un soir on ne sait comment, on ne sait par où. Ils s'étaient présentés aux portes de la ville, harassés, déguenillés, affamés et saouls. On me les donna. Je reconnus bientôt qu'ils étaient rebelles à toute discipline, toujours dehors et toujours gris. J'essayais de la salle de police, même de la prison. Rien n'y fit. Mes hommes disparaissaient des jours entiers, comme s'ils se fussent enfoncés sous terre, puis reparaissaient, ivres à tomber. Ils n'avaient pas d'argent. Où buvaient-ils? Et comment? Et avec quoi? Cela commençait à m'intriguer vivement, d'autant plus que ces sauvages m'intéressaient avec leur rire éternel et leur caractère de grands enfants espiègles. Je m'aperçus alors qu'ils obéissaient aveuglément au plus grand de tous, celui que vous venez de voir. Ils les gouvernaient à son gré, préparaient leur mystérieuse entreprise en chef tout-puissant et incontesté. Je le fis venir chez moi et je l'interrogeai. Notre conversation dura bien 3 heures, tant j'avais de peine à pénétrer son surprenant charabia. Quant à lui, le pauvre diable, il faisait des efforts inouïs pour être compris, inventait des mots, gesticulait, suait de peine, s'essuyait le front, soufflait, s'arrêtait et repartait brusquement quand il croyait avoir trouvé un nouveau moyen de s'expliquer. Je devinai enfin qu'il était fils d'un grand chef, d'une sorte de roi nègre des environs de Tombouctou. Je lui demandai son nom. Il répondit quelque chose comme Chavahari Boualikra Na Fota Polara. Il me parut plus simple de lui donner le nom de son pays, Tombouctou. Et 8 jours plus tard, toute la garnison ne le nommait plus autrement. Mais une envie folle nous tenait de savoir où cet ex-prince africain trouvait à boire. Je le découvris d'une singulière façon. J'étais un matin sur les remparts, étudiant l'horizon, quand j'aperçus dans une vigne quelque chose qui remuait. On arrivait au temps des vendanges, les raisins étaient mûrs, mais je ne songeais guère à cela. Je pensais qu'un espion s'approchait de la ville et j'organisais une expédition complète pour saisir le rôdeur. Je pris moi-même le commandement, après avoir obtenu l'autorisation du général. J'avais fait sortir, par 3 portes différentes, 3 petites troupes qui devaient se rejoindre auprès de la vigne suspecte et la cerner. Pour couper la retraite à l'espion, un de ces détachements avait à faire une marche d'1 heure au moins. Un homme resté en observation sur les murs m'indiqua par signe que l'être aperçu n'avait point quitté le champ. Nous allions en grand silence, rampant, presque couchés dans les ornières. Enfin, nous touchons au point désigné. Je déploie brusquement mes soldats qui s'élancent dans la vigne et trouvent Tombouctou, voyageant à 4 pattes, au milieu des ceps et mangeant du raisin, ou plutôt happant du raisin comme un chien qui mange sa soupe, à pleine bouche, à la plante même, en arrachant la grappe d'un coup de dent. Je voulus le faire relever, il n'y fallait pas songer, et je compris alors pourquoi il se traînait ainsi sur les mains et sur les genoux. Dès qu'on l'eut planté sur ses jambes, il oscilla quelques secondes, tendit les bras et s'abattit sur le nez. Il était gris comme je n'ai jamais vu un homme être gris. On le rapporta sur 2 échalas. Il ne cessa de rire tout le long de la route en gesticulant des bras et des jambes. C'était là tout le mystère. Mais Gaillard buvait au raisin lui-même. Puis, lorsqu'ils étaient saouls, à ne plus bouger, il dormait sur place. Quant à Tombouctou, son amour de la vigne passait toute croyance et toute mesure. Il vivait là-dedans à la façon des Grives, qu'il haïssait d'ailleurs, d'une haine de rival jaloux. Il répétait sans cesse « Les Guives, mangez tout le aisin, capule !» Un soir, on vint me chercher. On apercevait par la plaine quelque chose arrivant vers nous. Je n'avais point pris ma lunette et je distinguais fort mal. On eût dit un grand serpent qui se déroulait. Un convoi, que sais-je. J'envoyai quelques hommes au-devant de cette étrange caravane qui fit bientôt son entrée triomphale.
Tombouctou et 9 de ses compagnons portaient sur une sorte d'autel, fait avec des chaises de campagne, 8 têtes coupées, sanglantes et grimaçantes. Le 10e Turco traînait un cheval à la queue duquel un autre était attaché, et 6 autres bêtes suivaient encore, retenues de la même façon. Voici ce que j'appris. Étant partis aux vignes, mes Africains avaient aperçu tout à coup un détachement prussien s'approchant d'un village. Au lieu de fuir, ils s'étaient cachés. Puis, lorsque les officiers eurent mis pied à terre devant une auberge pour se rafraîchir, les 11 gaillards s'élancèrent, mirent en fuite les Uhlans, qui se crurent attaqués, tuèrent les 2 sentinelles, plus le colonel et les 5 officiers de son escorte. Ce jour-là, j'embrassai Tombouctou. Mais je m'aperçus qu'il marchait avec peine. Je le crus blessé. Il se mit à rire et me dit « Moi, provision pour pays. » C'est que Tombouctou ne faisait point la guerre pour l'honneur, mais bien pour le gain. Tout ce qu'il trouvait, tout ce qui lui paraissait avoir une valeur quelconque, tout ce qui brillait surtout, il le plongeait dans sa poche. Quelle poche! Un gouffre qui commençait à la hanche et finissait aux chevilles. Ayant retenu un terme de troupier, il l'appelait sa profonde. Et c'était sa profonde, en effet. Donc il avait détaché l'or des uniformes prussiens, le cuivre des casques, les boutons, etc., et jeté le tout dans sa profonde, qui était pleine à déborder. Chaque jour, il précipitait là-dedans tout objet luisant qui lui tombait sous les yeux, morceaux d'étain ou pièces d'argent, ce qui lui donnait parfois une tournure infiniment drôle. Il comptait remporter cela au pays des autruches, dont il semblait bien le frère, ce fils de roi torturé par le besoin d'engloutir les corps brillants. S'il n'avait pas eu sa profonde, qu'aurait-il fait? Il les aurait sans doute avalés. Chaque matin, sa poche était vide. Il avait donc un magasin général où s'entassaient ses richesses. Mais où? Je ne l'ai pu découvrir. Le général, prévenu du haut fait de Tombouctou, fit bien vite enterrer les corps demeurés au village voisin pour qu'on ne découvrît point qu'ils avaient été décapités. Les Prussiens y revinrent le lendemain. Le maire et 7 habitants notables furent fusillés sur le champ par représailles, comme ayant dénoncé la présence des Allemands. L'hiver était venu. Nous étions harassés et désespérés. On se battait maintenant tous les jours. Les hommes affamés ne marchaient plus. Seuls les 8 Turcos, 3 avaient été tués, demeuraient gras et luisants, vigoureux et toujours prêts à se battre. Tombouctou engraissait même. Il me dit un jour « Toi, beaucoup faim, moi, bon viande. » Et il m'apporta en effet un excellent filet. Mais de quoi? Nous n'avions plus ni bœufs, ni moutons, ni chèvres, ni ânes, ni porcs. Il était impossible de se procurer du cheval. Je réfléchis à tout cela après avoir dévoré ma viande. Alors une pensée horrible me vint. Ces nègres étaient nés bien près du pays où l'on mange des hommes. Et chaque jour, tant de soldats tombaient autour de la ville. J'interrogeais Tombouctou. Il ne voulut pas répondre. Je n'insistais point, mais je refusais désormais ses présents. Il m'adorait. Une nuit, la neige nous surprit aux avant-postes. Nous étions assis par terre. Je regardais avec pitié les pauvres nègres grelottant sous cette poussière blanche et glacée. Comme j'avais grand froid, je me mis à tousser. Je sentis aussitôt quelque chose s'abattre sur moi, comme une grande et chaude couverture. C'était le manteau de Tombouctou qu'il me jetait sur les épaules. Je me levai et, lui rendant son vêtement, « Garde ça, mon garçon. Tu en as plus besoin que moi. » Il répondit, « Non, mon lieutenant, pour toi. Moi, pas besoin. Moi, chaud, chaud. » Et il me contemplait avec des yeux suppliants. Je repris, « Allons, obéis, garde ton manteau, je le veux. » Le nègre alors se leva, tira son sabre qu'il savait rendre coupant comme une faux, et, tenant de l'autre main sa large capote que je refusais, « Si toi pas gardé manteau, moi coupé. »« Personne manteau. » Il l'aurait fait. Je cédais. 8 jours plus tard, nous avions capitulé. Quelques-uns d'entre nous avaient pu s'enfuir. Les autres allaient sortir de la ville et se rendre aux vainqueurs. Je me dirigeais vers la place d'armes,
où nous devions nous réunir. Quand je demeurais stupide d'étonnement devant un nègre géant vêtu de coutil blanc et coiffé d'un chapeau de paille. C'était Tombouctou. Il semblait radieux et se promenait, les mains dans ses poches, devant une petite boutique où l'on voyait en montre 2 assiettes et 2 verres. Je lui dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Il répondit « Moi, papati, moi bon cuisinier, moi fait manger colonel, Algéie. Moi manger Pucien, beaucoup volé, beaucoup. » Il gelait à 10 degrés. Je grelottais devant ce nègre en coutil. Alors il me prit le bras et me fit entrer. J'aperçus une enseigne démesurée qui allait pendre devant sa porte sitôt que nous serions partis, car il avait quelque pudeur. Et je lus, tracé par la main de quelques complices, cet appel. Cuisine militaire de Monsieur Tombouctou, ancien cuisinier de Sa Majesté l'Empereur, artiste de Paris, prix modéré. Malgré le désespoir qui me rongeait le cœur, je ne pus m'empêcher de rire, et je laissai mon nègre à son nouveau commerce. Cela ne valait-il pas mieux que de le faire emmener prisonnier ? Vous venez de voir qu'il a réussi, le gaillard. Bézières, aujourd'hui, appartient à l'Allemagne. Le restaurant Tombouctou est un commencement de revanche. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Suite au prochain épisode. À bientôt.